Equinox. Now you can also see radio. Equinox. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Ravi de vous retrouver une fois de plus sur Equinox Multimédia pour une nouvelle édition de Quotidien Santé. Alors, pour ce jour, nous allons parler du surménage avec le docteur Pierre Moelleux. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, Nadine. Alors, je rappelle que vous êtes docteur en PhD en physiologie humaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation cet après-midi. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation de nous permettre de partager avec les téléspectateurs, auditeurs et également les internautes. D'accord. Je rappelle que lorsqu'il sera 12h45, ces téléspectateurs, auditeurs et même internautes auront l'occasion de vous appeler pour poser des questions concernant le surménage. Florence, bon après-midi. Bon après-midi Nadine, bon après-midi au docteur, bon après-midi également à tous nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Alors Florence, tu gardes la parole pour nous présenter en quelques lignes le surménage. D'accord Nadine. Souvent galvaudé, le terme surménage désigne un état différent de la fatigue occasionnelle. Le surménage survient à la suite d'efforts intenses. Il peut s'agir d'une activité physique, mais dans certains cas, il peut être question d'un surménage intellectuel. Au travail, cette pathologie peut résulter d'une pression hiérarchique trop prégnante, d'un management peu adapté ou encore d'objectifs de résultats inatteignables, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est quelquefois? On aime dire même pour se vanter qu'on est surmené. Mais bon, qu'est-ce que c'est que le surménage? Oui, justement. Ça, on le saura réellement cet après-midi. Généralement, également, avec les élèves, parfois des classes d'examen qui sont très souvent sous pression, on dit l'élève est surmené. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, docteur Pierre Moelleux? Quand on parle de surménage, il s'agit de quoi exactement? Oui, le surménage, il s'agit d'un état de fatigue. Un état de fatigue qui est dû à un travail prolongé, et c'est une fatigue qui peut être ici physique ou intellectuelle. Et justement, vous parliez des élèves qui peuvent être surmenés, bien évidemment, ils sont aussi concernés par cela. D'accord. Avant de revenir, on sait qu'il y a les examens qui approchent, peut-être les conseils, on aura l'occasion de leur donner à la fin de l'émission. Mais déjà, j'aimerais bien savoir la différence entre le surménage et le burn-out. Oh oui, le surménage peut concerner toutes les activités. Oui. Généralement, le burn-out, c'est cette fatigue-là qui est liée uniquement au travail et principalement liée à une exposition chronique au stress. Lorsqu'on est stressé pendant longtemps, avec tout ce que ça comporte, on peut donc être dans un état de burn-out qui est ainsi une étape de fatigue émotionnelle qui va se caractériser par un épuisement émotionnel d'abord, également une perte d'accomplissement personnel. Donc on a l'impression qu'on ne vaut plus rien, si vous voulez, et à côté de cela on perd la relation naturelle qu'on a avec autrui, avec le collègue ou alors avec le client, et le climat devient délétère souvent, et c'est lié donc à ce burn-out. Mais le burn-out est-il juste mental ou alors physique également? Le burn-out, les études qui ont été menées dessus permettent de se rendre compte que lorsqu'on est atteint de burn-out, cela commence comme étant sur le plan mental, si vous voulez, ou bien psychique, mais plus tard, ça fait générer des manifestations sur tout le corps, avec notamment les troubles du sommeil déjà, et à côté de ça, des maladies qui vont s'installer comme les maladies cardiovasculaires, même les éruptions cutanées, le mal de dos, et tous ces éléments qui s'installent viennent encore accentuer ce qui est psychique, et ça fait en sorte qu'on se trouve quasiment dans un cycle psychosomato-psychique. Mais je veux bien comprendre, docteur. Est-ce que l'excès d'effort physique ne pourrait pas occasionner un burn-out? L'effort physique, oui, de plus en plus on parle d'un burn-out sur le plan physique, on en parle, c'est cette personne-là qui fait en quelque sorte du surentraînement en attendant un événement, mais qui malheureusement, le fait d'avoir débordé ce qu'il faut, parfois à la période de l'événement, on n'est plus en bon point parce qu'on se trouve quasiment en état de récupération. D'accord. Et parlons du surménage. Alors, quels sont justement les signes qui peuvent nous dire qu'ici on a affaire à un surménage ou pas?
Oui, les signes, c'est un état de fatigue qui a du mal à partir, c'est-à-dire vous revenez d'un week-end ayant pris 2 jours de repos, mais le lundi, vous êtes toujours fatigué comme si on était vendredi. Ça, par exemple, à côté de cela, il y a des troubles de sommeil. Et le plus souvent, c'est par là que ça commence. C'est-à-dire, le plus souvent, on a de l'engouement pour ce qu'on a à faire, au point où on oublie sa vie personnelle, on oublie tout ce qu'on a comme malaise. Mais c'est quand on se rend compte que le sommeil part, on n'a plus le rythme du sommeil d'avant. Quand bien même on n'a plus rien à faire, on se couche à 21h, le sommeil ailleurs à 23h, minuit, parfois même 4h du matin pour certaines personnes, étant dans l'obscurité, bien évidemment. Et ça commence par là, et le plus souvent, ça va partir dans tous les sens. On a vu des gens commencer à prendre même de l'alcool pour dormir, mais à un moment donné, ça ne répond plus, ça n'a plus d'effet, et c'est là où on se rend compte qu'on est déjà en train d'aller, on est quasiment vers le sous-sol. Alors pour les élèves, par exemple, qui sont en classe de 3e terminale, qui parfois à l'approche de l'examen se déploient pour davantage réviser la leçon, est-ce que les signes que vous avez décrits concernant le surménage sont les mêmes pour ces jeunes apprenants? Presque les mêmes. Et il faut bien évidemment que les parents soient relativement attentifs. Vous savez, vous allez trouver un enfant en train d'étudier quand vous allez dormir, vous vous réveillez, il est en train d'étudier, c'est pas mauvais en soi. Mais maintenant, quand il arrête d'étudier, est-ce que lorsqu'il va au lit, il réussit à dormir? Oui. Oui, ça c'est un élément à regarder de près, c'est surtout ça, l'élément qui attire l'attention. Et aussi l'état d'angoisse. Est-ce que c'est une angoisse simplement liée à l'approche de l'examen, ou alors une angoisse qui est au-delà de ce qui devrait être? Donc on va regarder tout cela, sans compter un état d'épuisement patent chez l'élève. Donc voilà les éléments qui rentrent en jeu. Mais déjà, à quel moment il faut s'inquiéter? Bon, oui, docteur. Oui, il faut s'inquiéter lorsque l'enfant va se plaindre par exemple de problèmes de sommeil, qu'il n'arrive plus à avoir sommeil. C'est-à-dire, vous allez maintenant regarder, est-ce qu'il prend des produits comme du Nescafé, comme certains le font, pour rester éveillé. Et si vous réussissez à exclure tout cela, vous devez bien sûr vous dire qu'il est déjà dans un état qui tend vers la pathologie, et il vaut mieux faire consulter rapidement. D'accord. Mais déjà, quelles sont les causes d'un surménage? Oui, le surménage, en ce qui concerne les causes classiques sont notamment le fait que, par exemple, une personne refuse volontairement de dormir. Ce qui est un peu curieux, c'est que le manque de sommeil crée du surménage, et le surménage empêche aussi le sommeil. Donc, il y a le manque de sommeil, la consommation d'alcool aussi, le manque d'activité physique régulière, la sédentarité. On va aussi voir la mauvaise alimentation. Lorsqu'on a une alimentation pauvre en éléments énergisants, par exemple. Mais ces causes aussi, on peut essayer de les classer selon l'origine même du surménage, puisqu'il y en a qui sont à retrouver dans la vie professionnelle, dans la vie familiale et même dans la vie privée. Sur le plan privé, c'est lorsqu'on a eu du mal, par exemple, à gérer une rupture d'une relation amoureuse, par exemple, un deuil, ça peut arriver. On a aussi sur le plan émotionnel, on a sur le plan émotionnel, par exemple, des femmes qui s'occupent de la maison, plus des enfants qui sont parfois récalcitrants. Toute la charge de travail fait en sorte que la femme arrive parfois dans un état de surménage émotionnel. Et sur le plan mental, on peut en avoir, bon, disons surtout sur le plan professionnel, oui. Sur le plan professionnel, ça va se traduire par ce que nous avons appelé tout à l'heure le burn-out, qui est donc cette exposition prolongée au stress et ayant donc des conséquences néfastes. D'accord. Maintenant, est-ce qu'un surménage pourrait conduire à une dépression? Oui, c'est possible. C'est possible parce que parmi les manifestations, on voit souvent la déprime et ça conduit à la dépression. Et le plus souvent, la dépression est presque l'étape ultime pour que l'on tombe dans les idées suicidaires. Je pense qu'on parle là également des facteurs de risque. Je m'intéresse bien sûr aux jeunes apprenants parce que justement, il y en a qui sont toujours à les cours de rattrapage initiés par le ministère de l'enseignement secondaire. Alors, est-ce que le fait de n'avoir peut-être pas bien planifié son emploi de temps depuis le début de l'année scolaire peut être également l'un des facteurs du surménage? Bien évidemment, c'est possible sur le plan scolaire et même extrascolaire, hein, c'est-à-dire sur le plan professionnel aussi. Lorsqu'on n'a pas eu une bonne planification, cela peut faire parvenir au surménage. Et qui dit surménage dit aussi baisse des capacités intellectuelles. On aura du mal à retenir, bien qu'on sera en train d'étudier longtemps, on lit longtemps pour ne rien retenir pratiquement. Donc ça arrive lorsque la planification n'a pas été bien faite. Et ce n'est que l'un des éléments dans les kyriades d'autres qui sont des facteurs favorisants. On va voir par exemple lorsqu'on sort du domaine scolaire
et même professionnelle, lorsqu'on a des attentes qui sont énormes, des exigences au travail qui sont énormes, des contraintes émotionnelles sur le lieu du travail, lorsqu'on a par exemple une concurrence déloyale, lorsque à compétences égales et diplômes égaux, vous avez une différence très grande dans le salaire. On a par exemple aussi le manque d'autonomie. On va remarquer aussi le type de relation qu'on a sur le lieu de travail. Et il y a un dernier élément qui est dans notre contexte lié à la précarité que nous connaissons, faisant en sorte que des gens courent à longueur de journée derrière de l'argent. Et à côté de cela, il y en a qui ont aussi décidé d'être riches, ou bien que tout le monde ne peut pas être riche, du moins pas au même niveau. Et quelles sont donc justement les conséquences, les complications de ce surménage sur le plan de la santé? Oui, sur le plan de la santé, on va se trouver par exemple avec les atteintes cardiovasculaires. Parmi les signes d'alerte tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser que l'on doit se faire suivre la pression artérielle et le rythme cardiaque. Lorsque le sommeil part et qu'à côté de ça, le rythme cardiaque n'est plus bon, le pouls et autres, il faudra s'inquiéter. La pression artérielle. Donc, je disais, il y a donc les atteintes du système cardiovasculaire pouvant se traduire par l'hypertension artérielle qui va s'installer définitivement avec son corollaire, notamment le diabète et même les risques d'accidents cardiovasculaires. On a aussi l'incapacité totale à travailler qui peut arriver du fait quasiment d'une atteinte généralisée du corps. On peut aussi remarquer la dépression, on en a parlé. Aussi, à côté de ça, sur le plan social, puisque vous en avez demandé, il y a l'isolement. Vous remarquerez que certaines personnes qui étaient connues comme ayant un très bon comportement, à un moment donné, changent littéralement et même à la maison, ça ne va pas. Des relations de couple qui se brisent simplement parce qu'on se trouve en train de transposer le stress du lieu de travail pour la maison et la solitude va s'installer. Il y a aussi le risque de perte d'emploi et par-dessus tout, les risques de suicide. D'accord. Maintenant, docteur, vous avez parlé tout à l'heure du stress du travail qu'on apporte à la maison. Maintenant, quelle est la conduite à tenir pour qu'un employé surmené ou alors qu'un employé ne soit pas surmené, n'arrive au surménage? Oui, il faut tout simplement apprendre à faire la part des choses, savoir lâcher prise, déterminer exactement ce dont on a besoin dans sa vie, faire une belle planification et se dire, ok, comme j'ai beaucoup à faire, qu'est-ce qui peut être une priorité? Qu'est-ce qui nécessite une attention particulière à l'instant? Qu'est-ce qui nécessite une délégation en termes de travail? Qu'est-ce qui peut être reporté? Et qu'est-ce qui peut tout simplement être éliminé de notre programme, de notre emploi de temps? On fait cette planification et à côté de cela, on va essayer de se rééquilibrer, même aussi sur le plan alimentaire, comme je le disais, s'assurer qu'on a des aliments énergisants et bien d'autres, en prenant notamment des fruits, des légumes, légumineuses et bien d'autres, donc s'assurer tout simplement qu'on a une alimentation équilibrée. Oui, et on fait un effort de planifier du temps de repos. Il y en a qui vont passer une journée entière devant l'ordinateur et lorsqu'il faut prendre la pause, on se trouve devant son écran de téléphone et on se trouve donc avec 8-9 heures de temps devant la machine sans repos et parfois pour même continuer par la suite et rentrer, être toujours dans le travail, il faut savoir se reposer en journée. Mais est-ce que plus tard aussi? Oui, c'est bien beau de dire qu'il faut savoir faire la part des choses, mais est-ce que pour un employé qui est un employeur qui est trop preneur, donc qui te met toujours sous pression, est-ce que ce sera évident? Pas évident, mais il convient pour tout un chacun de se poser la question de savoir entre le salaire que je vais prendre et ma vie entière à perdre et mes enfants à laisser et tout ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui est mieux? On doit se poser ces questions-là. D'accord. D'accord, docteur, merci pour cette précision. Nous allons ouvrir nos différentes lignes pour permettre aux auditeurs, téléspectateurs, internautes d'appeler, de vous poser des questions concernant le surménage, le burn-out ou encore même la dépression, Florence. Oui, Nadine. Les numéros de téléphone sont le 242 64 29 80, le 655 51 11 11, le 652 02 50 50. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur ou alors baisser totalement le volume avant de mettre votre appel. Faute de quoi, on sera obligé de couper l'appel, Nadine. Merci de respecter la consigne, chers auditeurs, téléspectateurs, même internautes, lorsque vous appelez pour participer à l'émission. Ça permet que la communication soit très fluide. Alors, docteur Mouelleux, est-ce qu'on diagnostique facilement le surménage?
Oui, le surménage, peut-être pas facilement parce que parfois il y a le déni ou bien lorsqu'on arrive à l'hôpital, c'est parce qu'il y a déjà des conséquences de cela. Mais lorsqu'on rencontre un médecin généraliste ou un psychiatre, il peut en déterminer. Il peut en déterminer, il existe, il y a toute une méthodologie, il y a même des questionnaires qui peuvent vous permettre à vous-même sur Internet de faire une simulation en quelque sorte pour la voir... personne surmenée ou alors... oui, vous qui êtes surmené. Est-ce que c'est évident à ce moment où vous êtes surmené de pouvoir faire cette auto-évaluation? Oui, c'est possible. Il y a des questionnaires, vous renseignez en ligne et ça vous donne des scores. On vous précise qu'à partir de tes scores, il faut faire attention à partir de tes scores, vous êtes déjà atteint. Nous connaissons par exemple l'échelle de fatigue de Piper ou de Pichot, souvent employée par des psychiatres, mais parfois en ligne vous pouvez en trouver et c'est possible. D'accord. Et maintenant, comment se passe la prise en charge d'un surménage? Oui, la prise en charge, c'est le plus souvent, ça consiste à rencontrer le spécialiste qui va... le spécialiste, c'est qui spécialiste? Oui, bon, quand je parle spécialiste, c'est le psychiatre, mais à côté de cela, le médecin généraliste, le psychologue peut aussi vous être utile, il peut vous être utile, le psychologue clinicien. Mais maintenant, cette prise en charge va consister, lorsqu'il y a déjà des conséquences autres ou bien des complications, à voir dans quelle mesure s'en occuper ou alors élaguer toute cause infectieuse ou d'inflammation et après voir dans quelle mesure vous soumettre pleinement au repos. C'est d'abord le repos puisqu'il n'y a pas un traitement médicamenteux spécifique. À côté de ça, s'il y a des troubles de sommeil, on peut peut-être voir comment vous fournir des anxiolytiques. Alors pour quelqu'un qui est par exemple un élève qui est surmené à la veille de l'examen, quelle est la conduite à tenir à ce moment? La conduite à tenir à la veille de l'examen, c'est trouver un moyen d'amener cet étudiant à se calmer, ou bien l'élève à calmer son rythme de travail, à surveiller de près l'élève en question, le canaliser, l'aider tout simplement aussi dans la planification par rapport aux sujets qui vont passer, voir dans quelle mesure lui permettre peut-être une courte durée de concentration, mais si c'est déjà avec quasiment des conséquences très graves, il faudra on y revient sur cet aspect très important. Le temps de prendre le premier auditeur. Allô, bon après-midi. Il n'a pas respecté la consigne. Raphaël Dupanda va devoir le sanctionner. Merci. Alors, je suis en train de faire dire si pendant l'examen, on sait bon, nous sommes par exemple mardi, on est lundi par exemple, commence mardi. Commence dans 2 jours, alors nous sommes de week-end et l'examen commence lundi ou mardi et que l'enfant est surmené. Faut-il laisser l'enfant aller composer ou alors... Là, vous pouvez simplement vous faire accompagner par un médecin qui jugera la pertinence. Vous verrez s'il est possible qu'on le laisse aller composer et si au mieux on peut ménager un tout petit peu son programme, l'accompagner de bout en bout et que chaque fois que ça ne va pas, essayer de surveiller de près. Quand ça ne va pas, qu'il puisse arrêter. On ne va pas perdre sa vie pour un examen. D'accord. Et maintenant, quelle est la durée moyenne de la prise en charge d'un surménage? Mais avant, on a un auditeur en ligne. Il est parti. Un autre, Florence. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Baoufan. Je m'appelle Antiméry. Oui, monsieur Méry, votre question? Bon, je voulais demander au médecin qui est là si le surménage là est héréditaire. D'accord. Très bonne question. Merci d'avoir appelé. On prend notre auditeur, le temps de... Oui. Allô? Il est parti. Alors, le surménage, est-il héréditaire? Non. À ma connaissance, jusqu'ici, le surménage n'est pas héréditaire. Mais maintenant, s'il y a une forte propension à la fatigue au sein de la famille, peut-être qu'il faudra interroger les causes ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des maladies mitochondriales et bien d'autres au sein de cette famille? Bon, en fait, dans notre organisme, la plus petite unité de notre corps, qu'on appelle cellule, est constituée des sous-éléments qui fonctionnent comme notre corps tout entier. Et il y a un élément donc qui est en charge de l'énergie et qui est aussi en charge de gestion de l'oxygène comme nos poumons, et c'est ça qu'on appelle mitochondrie. Et si ça a donc une propension à se fatiguer ou à mal fonctionner, peut-être que ça peut se recruter dans ce genre de pathologie, mais le plus souvent ça ne se transmet que de mère en fils. D'accord, on comprend bien, le surménage n'est pas héréditaire. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Votre nom et votre question, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Derek Nkwang, je m'appelle de Lokbaba.
Oui, votre question. Oui, j'aimerais demander au docteur. Moi, par exemple, je travaille jusqu'aux heures tardives. Peut-être je peux travailler jusqu'à 4 heures du matin. Et vous avez commencé à quelle heure? Je peux commencer à travailler à partir de 20 heures comme ça jusqu'à 4 heures. D'accord. Oui. Oui, et ça arrive que je me couche peut-être à 4 heures et que difficilement le sommeil me prend. Le sommeil peut me prendre autour de 5h30, 6h. Donc, ce que je voulais poser comme question, est-ce qu'il y a l'heure de dormir dans la journée, est-ce que ça pose problème? Est-ce qu'il y a une certaine période qu'on est obligé de se reposer? D'accord. Mais une dernière question, s'il vous plaît. Vous vous endormez à 5h30 pour vous réveiller à quelle heure? Peut-être à partir de midi, 13h comme ça. D'accord. Docteur? D'accord. Vous savez, il est recommandé de dormir pendant 8 heures. C'est vrai que certains spécialistes disent que c'est quasiment de l'arnaque parce que dormir 8 heures, c'est pas très évident. Mais maintenant, pour répondre rapidement à M. Cohen, c'est que le fait de travailler surtout dans la nuit a tendance à créer un dérèglement du système biologique qui se trouve dans ce que l'on appelle l'hypothalamus. Et ce dérèglement fait en sorte donc qu'il ait du mal à s'endormir puisqu'il est connu que les meilleures périodes pour dormir, c'est entre 22 heures et 6 heures. Donc, lorsqu'on a eu ce dérèglement, malheureusement, ça ne peut que venir créer ces soucis-là. Et il vaut mieux, quand bien on est dans des cas rotatifs, trouver un moyen de ne pas rester uniquement dans les quarts de nuit, de permuter de temps en temps. D'accord. On va devoir on parlait tout à l'heure, Nadine, de la durée moyenne de la prise en charge du surménage. Oui, la durée moyenne, il n'y a pas une durée moyenne, c'est selon le niveau concerné par le patient que que le médecin va décider, par exemple, la durée du repos qui peut aller d'un mois à peut-être une année sabbatique pour le repos pleinement. D'accord, on va devoir sortir de l'émission. Comment prévenir le surménage? Oui, comment prévenir le surménage? Il convient simplement de mieux planifier son travail, de le faire tel qu'on l'a planifié, de vérifier de temps en temps qu'on est sur la bonne voie, d'agir conséquemment. Ça reste dans ce qu'on appelle la logique de plan, do, check, act. Mais chaque fois qu'on se rend compte qu'on a des troubles de sommeil, qu'on cherche rapidement la cause et qu'on essaye d'y remédier, et aussi de temps en temps vérifier sa pression artérielle. Surtout bien manger, consommer des fruits. Bien évidemment avec une alimentation équilibrée et riche en éléments énergisants. Merci, docteur Pierre Mouelleux, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en PhD, en physiologie humaine et chercheur en santé et sécurité au travail. Merci d'être venu cet après-midi, Florence. Merci. Merci, Nadine. Nous avons également merci à Raphaël Dipanda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Equinox Multimédia et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix.